chers compatriotes, je viens vous rappeler une vérité simple mais cruciale pour l'avenir de notre pays. Une vérité que certains veulent cacher. Une vérité pourtant que vous devez connaître. Je viens vous appeler à sortir de la distraction. La distraction du faux débat sur le changement de la Constitution, mieux l'établissement d'une nouvelle Constitution. La distraction du pouvoir qui marchande de manière cynique la guerre dans l'est de notre pays pour des raisons politiques peu nobles et inavouées. Car derrière les tapages du discours que vous entendez, il n'y a aucun projet pour le peuple congolais. Il n'y a aucune vision pour la nation. La corruption désormais banalisée, le tribalisme assumé, la nation divisée, même déclinée avec force arrogance par le pouvoir et par les armes, ne font pas une vision. Le régime actuel, à force de renier toute responsabilité dans ce qu'il accomplit, s'est progressivement transformé, à coups de bave et de la salive, en une véritable industrie politique de la distraction et de la manipulation de notre peuple. Une industrie organisée autour d'une seule ambition: réinstaller la dictature dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ce monstre politique, révisité par Tshisekedi et ses amis, nos pères de l'indépendance l'ont combattu avec courage et détermination. Ils l'ont combattu depuis la colonisation. Ils l'ont combattu pour l'indépendance nationale. Ils l'ont combattu pour la souveraineté de notre pays. Et cette réalité de la dictature et de la répression, notre jeunesse l'a affrontée à son tour, et souvent à main nue. Elle s'est levée, elle a résisté, elle a payé le prix fort, parfois le prix ultime, le sacrifice de leur vie, car au fond, le combat n'a jamais changé. Il faut savoir nommer les choses. Ce système, nous le connaissons. Un système fondé sur les contre-valeurs, le pouvoir personnel, le culte de la personnalité, le mensonge, le détournement, la corruption et la répression de nos libertés. Ce système, nous l'avons subi dans notre histoire et sous la Deuxième République notamment. Ce système, nous l'avons rejeté. Il représente le côté sombre de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, ce même système revient à grands pas à travers d'autres discours. Mais la logique reste la même. Souvenons-nous de tous ceux qui ont versé leur sang pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Souvenons-nous et nous pensons aux martyrs du 16 février 1992 tombés lors de la marche des chrétiens. Souvenons-nous qu'il y a à peine quelques années, nous avons refusé de retourner dans la dictature. Souvenez-vous que nous avons refusé le troisième mandat à Joseph Kabila. Souvenez-vous que ici même, la carte jaune et la carte rouge décernées par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba le 31 juillet 2016, ici même devant le boulevard Triomphal, a rassemblé l'ensemble du peuple congolais. Nous étions là, vous étiez là, ils étaient là aussi, même si aujourd'hui, au pouvoir, ils font semblant
d'oublier. Souvenons-nous que nous nous sommes battus à imposer l'alternance en 2018 pour inscrire notre pays sur la voie irréversible de la construction d'un État moderne et civilisé, conscient de l'histoire nationale, de ses faiblesses et de ses forces, mais respectueux de la Constitution de notre pays et garant de la dignité du peuple congolais. Rappelez-vous, chers compatriotes, que l'alternance politique de 2018 a été obtenue au prix du sang, de la vie de certains d'entre nous. Souvenons-nous de Thérèse Kapangala, souvenons-nous de Rossi Mukendi, souvenons-nous de Hussein Ngadou, souvenons-nous aussi de Luc Nkulula et de bien d'autres anonymes, ces jeunes qui n'ont pas donné leur vie pour que ce pays recule. Ils n'ont pas donné leur vie pour que un individu, une clique, fasse revivre à ce pays ce que nous avions déjà vaincu. Ces jeunes sont morts pour la liberté. Ils ont été fauchés pour la dignité. Ils sont tombés pour que le peuple congolais reste debout et croit à un avenir meilleur pour lui-même, pour la nation et pour les générations futures. Congolaises, Congolais, nous n'avons pas le droit d'oublier. Nous n'avons pas le droit de céder. Et nous n'avons pas le droit de nous laisser distraire par cette clique au pouvoir. Nous n'avons pas le droit de reculer. Et nous ne reculerons pas. Un peuple qui recule est appelé à disparaître. Voici la vérité. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Il y a 8 ans que M. Tshisekedi dirige notre pays. 8 ans d'une alternance sans changement réel. 8 ans sans solution pour le peuple. 8 ans sans réponse à la souffrance nationale. 8 ans de gestion sans dividende social. 8 ans de preuves et d'abandon. 8 ans d'humiliation infligée à notre nation et à notre peuple livré désormais à lui-même. Voilà des années que l'insécurité s'installe au cœur même de la ville de Kinshasa, la capitale, et dans plusieurs villes de notre pays, frappant de populations innocentes dans une indifférence insoutenable du pouvoir. On tue, on agresse, on kidnappe, on viole, on fait des braquages en plein jour, on sème la peur. Le pouvoir monte des milices. Et ceux qui gouvernent font semblant de ne rien voir, ne rien entendre, ne rien ressentir. Pour eux, il ne se passe rien et tout va dans le meilleur des mondes. Ce 8 ans lourd de sacrifices imposé à notre peuple au profit d'un système de jouisseurs, de jouissance, d'enrichissement d'une minorité de la classe dirigeante a pris le pays en otage. 8 ans d'inefficacité, 8 ans d'incompétence et d'incapacité à accomplir ces missions minimales. Les fonctionnaires et les agents de l'État enregistrent plusieurs mois de salaires impayés. N'est-ce pas vrai? Oui. Les embouteillages étranglent la ville de Kinshasa pendant qu'un pouvoir arrogant traverse la misère du peuple au son de sirènes et sous l'éclat de gyrophares, mais incapable de réguler la circulation routière et l'ordre public. Kinshasa s'enfonce dans l'insalubrité indigne d'une capitale, au milieu de déchets, du désordre et l'abandon de routes défoncées, un désordre de l'espace urbain que le pouvoir fait semblant de découvrir au détour d'un conseil de ministres pour ne pas assumer le désastre de son incurie. Oui, 8 ans de souffrance, c'est trop. 8 ans de souffrance, cela suffit. 8 ans de souffrance appellent désormais un bilan. Et M. Tshisekedi doit répondre de son bilan.
Ce bilan n'est pas le bilan de mi-parcours. Le bilan, c'est le bilan d'une fin de règne. Le bilan d'un pouvoir défaillant. Le bilan d'une responsabilité écrasante de l'insécurité, de la désorganisation et de la détresse de notre peuple. Chers compatriotes, depuis 10 ans, je n'ai cessé d'alerter la nation. J'ai défendu une idée simple, mais fondamentale, la réduction du train de vie de l'État. J'ai demandé de diminuer les dépenses institutionnelles afin de libérer les moyens pour les affecter aux investissements productifs, pour le développement au service d'un État modeste mais efficace. La réduction du train de vie de l'État n'est pas un slogan, mais c'est un choix stratégique pour la refondation du Congo. C'est l'un des piliers d'une politique budgétaire sérieuse, responsable et orientée vers l'avenir dans un pays où les dirigeants ont perdu le sens de la mesure et l'essence de la réalité. Car une politique efficace n'a qu'un objectif: servir la croissance économique, réduire les inégalités et garantir la stabilité financière et macroéconomique de la nation. J'ai toujours défendu une conviction claire: la croissance inclusive est le moteur le plus efficace de réduction de la pauvreté. C'est au nom de cette conviction que dès 2006, nous en avions fait l'axe central de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté à travers le DSRP 1. Et pendant qu'on parlait de la rigueur, le pouvoir organisait le contraire. Une explosion incontrôlée des dépenses, très souvent exécutée par la procédure d'urgence en dehors de la chaîne de dépenses. Entre 2019 et 2024, le volume des dépenses exécutées par la procédure d'urgence ont représenté jusqu'à 30% des dépenses totales. Constituées de quoi? Des dépenses d'investissement et de paiement de la dette intérieure, parfois et souvent non justifiées et qui n'avaient aucun caractère urgent. Le clientélisme massif qui a servi par de voies peu orthodoxes, des jetons de présence en conseil d'administration au conseil d'administration de la commune, qui dissimulent à peine les actes d'improbité morale et financière devenus monnaie courante. Aujourd'hui, j'ai suivi les uns et les autres. On s'empresse à faire une loi de finances rectificative pour 2026. Parce que le gouvernement a mis le pays à genoux. Parce que le gouvernement a mis ce pays à sec. Mais lorsque, comme en 2022, le Trésor public réalise un excédent de recettes de 2 milliards de dollars, on les dépense en procédure d'urgence et personne ne s'est soucié d'avoir un collectif budgétaire. Les résultats des courses, aujourd'hui, le régime a un État hypertrophié, inefficace et financièrement fragilisé, voire asphyxié, incapable d'honorer régulièrement les salaires de ses agents. Au Conseil des ministres du 13 mars 2026, fidèle à ses habitudes, Félix Tshisekedi, qui n'est jamais responsable de rien, qui n'est jamais au courant de ce qui se passe, fait de découvrir les dégâts. Mais les chiffres sont plus éloquents. Depuis la réélection de Tshisekedi en 2023, la masse salariale du secteur public mensuel a doublé. Elle est passée de 450 milliards par mois à 1000 milliards par mois, près de 40 à 50% des recettes courantes, soit 5% du PIB national, enfermant le pays dans une rigidité budgétaire qu'on aurait pu éviter. Désormais, pour payer les fonctionnaires, il faut s'emprunter sous le marché par les bons du Trésor. La réalité, c'est que derrière cette explosion de la dépense, il y a le clientélisme d'État, alimenté par ceux qui gouvernent aujourd'hui et qui ont une caractéristique: la main légère pour créer des postes aux amis
à la foultitude de militants sur ordonnance, par décret ou par arrêté. Et les entreprises publiques ne sont pas en reste sur ce sujet. La dette publique a pris la même trajectoire. Elle dépasse 13 milliards de dollars. Si elle demeure soutenable à ce jour, l'absence de mesures correctrices dans sa trajectoire, conjuguée à la faible qualité de l'allocation de ressources aux dépenses utiles, orientées vers des dépenses improductives aujourd'hui, fait peser un risque réel sur les générations futures qui pourraient supporter à moyen et long terme un service de la dette de nature à affecter durablement l'avenir de nos jeunes et de nos finances publiques. Aujourd'hui, la réalité rattrape le régime. Quand nous parlions de la réduction du train de vie de l'État, celle-ci était galvaudée, elle était moquée. Le temps a fait sa leçon et reclassé les uns et les autres. Loin de toute polémique et propagande, le FMI, qui s'était tenu silencieux, sonne tardivement la sonnette d'alarme pour dire ce que nous dénoncions déjà, parce que nous cheminons vers une impasse. Mais la vérité, vous la savez, vous la connaissez, c'est que cette crise n'est pas une surprise. C'est la conséquence directe de choix politiques irresponsables et des actes érigés en doctrine de la gouvernance. Le clientélisme, la corruption, le détournement, la gabégie, l'impunité garantie aux courtisans du pouvoir. Qui mieux qu'un ancien ministre de Tshisekedi, de Finances, pour énoncer cette doctrine? Lorsque l'argent est disponibilisé pour les infrastructures, on se le partage ensuite et on regardera les infrastructures plus tard. À tous ces mots s'ajoute une autre défaillance majeure, l'absence totale de la coordination entre la politique budgétaire et la politique monétaire. Devenu curieusement le temps du dernier trimestre, un instrument de propagande politique contraire aux missions de la Banque centrale. Cette politique, on le sait, a été une catastrophe pour nos concitoyens. Le gouvernement et la Banque centrale ont mis la main dans nos poches. Ils nous ont fait nos poches. Il a occasionné l'instabilité, la manipulation du taux de change, qui a entraîné une baisse du pouvoir d'achat ainsi que l'appauvrissement de ménages. Ce n'est pas par le gangstérisme monétaire que l'on va dédollariser l'économie nationale. Nous sommes favorables à ce que la monnaie nationale joue son rôle plein et recouvre sa pleine souveraineté. Mais cela demande une approche holistique à moyen et long terme, coordonnée étroitement avec la politique budgétaire du gouvernement qui semble avoir été prise de court par un activisme inhabituel de la BCC, favorisé par un environnement politique du chaos et d'anarchie politique. Mes chers compatriotes, maintenant abordons un sujet grave, un autre sujet vital, la guerre qui ravage l'Est de notre pays depuis des décennies. Et je voudrais bien que vous me suivez. Lorsque M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait lui-même fixé un principe clair. Sans la paix à l'Est, son bilan serait un échec. La question, la paix est-elle revenue à l'Est? Que peut-on alors dire de ce bilan? Qu'est-ce que l'on peut dire de ce bilan? Sauf que, aujourd'hui, il lui reste 946 jours pour terminer son mandat. Aujourd'hui, il lui reste 946 jours pour terminer son mandat. La réalité est sans appel. La paix n'est pas revenue. Au contraire, la situation s'est aggravée.
Des millions de nos compatriotes sont déplacés. Depuis la chute de Bunagana il y a 4 ans, d'autres territoires ont échappé au contrôle du gouvernement. L'insécurité persiste, les populations souffrent et l'État semble impuissant, quémander à ce que les forces agresseurs puissent sortir du territoire pour recouvrer une part de l'intégrité de notre territoire. Mais plus grave, au milieu de cette tragédie, et je dénonce, la guerre à l'Est est devenue pour le pouvoir un instrument d'action et de chantage politique. Un instrument de justification de toutes les incompétences et antivaleurs. La guerre est devenue un instrument de maintien au pouvoir au nom d'une prétendue mission. Nous allons en parler de la mission. La guerre est devenue un instrument de distraction. Tant que la guerre dure, on vous demande de patienter. Tant que la guerre dure, on suspend les exigences démocratiques. Tant que la guerre dure, on prolonge les échecs. La guerre d'agression est ainsi devenue un alibi. Je le répète, il n'y a aucune mission d'ordre quelconque en dehors et au-delà du mandat constitutionnel et qui pourrait se substituer à ce mandat. On peut alors légitimement se poser la question suivante. Le pouvoir cherche-t-il réellement la paix ou entretient-il la guerre? S'en accommode-t-il pour des besoins politiques? Congolaises et Congolais, qu'on s'entende bien, nous condamnons fermement toute agression contre notre pays par une puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Nous exigeons le retrait. Nous condamnons fermement l'agression de notre pays par toute puissance étrangère, en l'occurrence le Rwanda. Nous exigeons le retrait de toute force étrangère, des mercenaires sur notre territoire national. Nous appelons le peuple congolais à assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Mais cette position de principe ne doit pas nous faire perdre la lucidité. La condamnation de l'agression rwandaise ne saurait en aucun cas valoir, ne fût-ce implicitement, de validation de la gouvernance de la majorité en place. Et je trouve même indécent que Félix Tshisekedi et son pouvoir veuillent nous enfermer dans une approche binaire stérile. Pour ma part, nous ne sommes pas condamnés à choisir entre la défense de la souveraineté nationale et l'exigence démocratique de la responsabilité politique. Défendre le pays, son intégrité, est un devoir, un droit que ne nous impose pas le pouvoir, mais que nous impose la Constitution par son article 63. Défendre le pays et son intégrité est un devoir que ne nous impose pas le pouvoir de M. Tshisekedi et ses acolytes, mais c'est un devoir qui nous est imposé et garanti par la Constitution en son article 63. Donc, exiger des comptes aux dirigeants en place n'est pas combattre le pays. Exiger de la responsabilité de M. Tshisekedi dans l'accomplissement de son mandat ne constitue pas un soutien à l'agression de notre pays. Qu'on arrête une fois pour toutes cet amalgame et refuser
de condamner refuser de condamner les écarts du gouvernement, les dérapages, c'est se compromettre vers une dérive qui ne dit pas son nom. Ainsi, défendre l'intégrité du territoire ne revient pas à absoudre les insuffisances du pouvoir, à le regarder comme s'il était tout d'un coup devenu saint, à oublier la corruption, à oublier les détournements, à oublier son incompétence et son inefficacité. La vérité est simple. Je condamne fermement l'agression de notre pays, tout en dénonçant avec la même fermeté, avec la même exigence, les défaillances morales et opérationnelles dans la conduite de la politique de défense et de sécurité de notre pays. Ni la guerre, ni la menace extérieure ne peuvent servir de refuge à l'irresponsabilité, ni de prétexte à l'effacement des exigences démocratiques. Tenez, mes chers compatriotes, depuis 2021, l'état de siège a été instauré et prolongé. Et pourtant, des villes stratégiques, capitales provinciales de Goma et Bukavu, sont tombées. La sécurité n'a pas été restaurée. L'autorité de l'État n'est pas non plus renforcée. Parallèlement, les budgets de la sécurité et de la défense ont connu une hausse vertigineuse. Plus de 30% du budget national est aujourd'hui orienté vers la sécurité et la défense. La guerre a un coût. La guerre a un coût dont on ne vous parle pas. De 2019 à 2025, depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir, les crédits consacrés à la défense et à la sécurité nationale ont atteint le chiffre vertigineux. Vous voulez que je vous le donne? Oui. Vous voulez que je vous le donne? Oui. Ce gouvernement a dépensé pendant cette période 13 milliards 650 millions de 2019 à 2025, depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Les crédits consacrés à la défense et à la sécurité ont atteint 13 milliards 650 millions de dollars. Mais pour quel résultat? Vous voulez qu'on en parle? Oui. Et 13 milliards n'ont pas amené une amélioration décisive sur le terrain. Non. Pas de renforcement visible de l'outil de défense. Pas de sécurisation durable des populations. Et la question que vous devez vous poser, où sont passés tous ces moyens engagés dans le cadre de la défense, la sécurité et la guerre? À qui profitent ces finances de la guerre s'ils n'ont pas aidé à renforcer nos capacités opérationnelles et à recouvrer l'intégrité de notre territoire national? La situation pourrait bien cacher un business de la guerre que je dénonce, et le peuple a le droit de savoir désormais qu'est-ce que son gouvernement met dans cette guerre et comment est-ce que ces moyens sont dépensés. Mes chers compatriotes, je vous invite à ouvrir l'œil et le bon. À quoi sert aussi la guerre? À quoi sert l'instrumentalisation de la guerre pour le pouvoir? La réponse est tout aussi simple. Gagner du temps. Éviter de rendre le compte. Parce que nous sommes en guerre. On n'a pas à rendre compte. Les urgences sont ailleurs. Le pouvoir sait qu'au regard de la Constitution et de l'horloge républicaine, il ne lui reste plus que 946 jours d'exercice avant la fin définitive du second et dernier mandat de Félix Tshisekedi. Oui. La feuille de route de la CENI
doit être mise en œuvre sans délai en vue de l'organisation des prochaines élections dont la convocation est prévue dans cette feuille de route pour le 23 octobre 2028. Dans ce contexte, le maintien d'une logique de guerre permet d'éluder les débats sur l'essentiel, la préparation des échéances électorales à venir. Au lieu de préparer l'alternance démocratique, le pouvoir entretient la diversion et la distraction permanente. La guerre est pour le pouvoir un écran. La guerre est pour le pouvoir un refuge. La guerre est pour le pouvoir un prétexte. C'est là un danger majeur. Ils nous ont attaqués en disant que nous ne condamnions pas l'agression du Rwanda. Nous la condamnons parce que la Constitution nous l'exige, mais nous disons qu'ils doivent arrêter d'instrumentaliser la guerre à des fins politiques. La guerre ne doit pas devenir un prétexte pour retarder les élections de 2028. Elle ne doit pas servir d'alibi à la confiscation de la démocratie par une clique qui veut se maintenir au pouvoir. C'est triste. Je suis triste. Après avoir combattu avec le peuple dans la rue le glissement électoral entre 2016 et 2018, Félix Tshisekedi, un jour présent ici à notre siège, et les siens ne peuvent pas se renier et devenir aujourd'hui les artisans acharnés d'un nouveau glissement sous le couvert de la guerre. Cela est indécent. Or déjà, quand on regarde le calendrier, des retards s'accumulent dans la mise en œuvre de la feuille de route de la CENI, publiée le 4 avril 2025. Cette feuille de route prévoit que 2026 et 2027 soient consacrés à la révision du fichier électoral. Elle est où la révision électorale? Nous appelons donc le gouvernement à s'acquitter, non pas d'un cadeau, non pas d'une grâce, mais d'une obligation, à doter la CENI des moyens nécessaires pour engager sans délai ces opérations essentielles sur le fichier électoral. Les élections de 2028 doivent se tenir et le peuple doit pouvoir se choisir les dirigeants qui vont succéder à la majorité et au président actuel. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une tolérance, c'est un droit des Congolais, conquis de haute lutte. Mes chers compatriotes, l'état des libertés publiques et des droits de l'homme dans notre pays est aujourd'hui préoccupant. L'espace politique est dangereusement rétréci. Des voix dissidentes sont réduites au silence. Des opposants sont contraints à l'exil. Dans le même temps, les services agissent en dehors de tout cadre légal, fonctionnent comme une police secrète, confisquent des passeports, procèdent à des arrestations arbitraires, de nuit, à des détentions illégales et à la violation flagrante des garanties constitutionnelles les plus élémentaires. Je me pose une question. Sous quelle garantie constitutionnelle et de quel droit le Conseil national de la cyberdéfense ou de cyberdéfense arrête, détient les Congolais? Cela rappelle des périodes tristes de notre histoire. Le président Tshisekedi avait pourtant promis de fermer tous les cachots. N'est-ce pas? Oui. Mais il semble que depuis qu'il est là, on en ait créé d'autres. Peut-être que n'est-il pas au courant. Monsieur le Président, les cachots, on ne les a pas fermés. Les cachots existent et d'autres ont été créés avec les services que vous avez mis en place. Alors récemment, je suis vu que par une
et financiers. Il s'agit de lutter contre la corruption. L'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Mais dans le fait, le risque est grand et nous connaissons la méthode de ce pouvoir. Le risque, c'est de voir se multiplier des poursuites sélectives, des procédures expéditives, des accusations utilisées comme instrument politique de chantage. Nous ne sommes pas opposés à la lutte contre la corruption, bien au contraire. Mais où en sommes-nous, Monsieur le Président, avec l'autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les conseillers spéciaux en matière de lutte contre la corruption que vous aviez institués? Ils ont disparu dans la nature. Pendant ce temps, on observe que plus on crée des structures spécialisées de lutte contre la corruption, et curieusement, la République démocratique du Congo continue de défendre sa meilleure place, de figurer parmi les 20 pays les plus corrompus au monde selon l'indice de perception de la corruption. Donc, ce n'est pas l'absence d'une juridiction spécialisée de lutte contre la corruption qui a empêché que le travail soit fait. Ce n'est pas l'absence de cette juridiction qui a empêché que le dossier de 100 jours soit instruit efficacement jusqu'au bout. Ce n'est pas l'absence de cette juridiction qui a justifié que les dossiers de RAM et tous les dossiers de détournement ne soient instruits. C'est plutôt l'absence de volonté politique. L'idée du pouvoir d'instrumentaliser la justice et ce qui gangrène notre appareil judiciaire. Donc c'est chez les politiques qu'il faut chercher la solution et non pas reporter cette responsabilité sur les lampistes que sont les juridictions, les magistrats qui s'acquittent d'ailleurs péniblement de leurs tâches parce que souvent dépourvus de moyens pour faire correctement leur travail. Dans un état de droit, la justice n'est pas une arme. La justice n'est pas un instrument pour faire peur. La justice est une garantie pour tous. Un jour au pouvoir, nous supprimerons toutes ces structures inutiles créées par M. Tshisekedi et qui ne servent à rien. Mes chers compatriotes, notre pays est donc dans une crise multidimensionnelle. Face à cette situation, nous avons toujours défendu la voie responsable, le dialogue inclusif, non pas par faiblesse ou par renoncement. Aujourd'hui, le pouvoir a un choix. Soit il accepte d'ouvrir cette voie du dialogue, soit il assume seul la responsabilité des conséquences. L'état lui imparti n'est pas infini, il est compté. Et ce n'est pas une polémique. L'horloge tourne, et elle tourne vite. N'en déplaise aux partisans de la mission qui ont oublié le mandat ou qui veulent effacer le mandat. Apprenez à compter dès aujourd'hui. Il lui reste 946 jours au jour d'aujourd'hui pour agir et bien agir. Le lundi, il ne lui en restera déjà plus que 944. Le dialogue n'est pas une capitulation, mais une responsabilité. Parce que le dialogue est une voie de résolution pacifique et durable, le dialogue permet de reconstruire la confiance et l'unité nationale. Le dialogue permet de restaurer les équilibres. En lieu et place de cette voie de responsabilité, j'entends aujourd'hui ressurgir une autre distraction. C'est le débat sur le changement de la Constitution. Soyons clairs, aucun pouvoir n'est au-dessus de la Constitution. Aucun dirigeant n'a le droit divin sur ce pays. Changer la Constitution, transformer les mandats en mission illimitée, s'affranchir de toutes les exigences de l'état de droit ne fait pas partie de la République. Installer un pouvoir personnel
c'est une remise en cause du pacte républicain. C'est un acte de violence qui confisque le pouvoir sur le modèle de la dictature que les Congolais ont connu et ont combattu et ont vaincu sous la Deuxième République. Ce fait n'a pas une autre qualification dans la Constitution. C'est de la haute trahison. Et pour nous, tout celui, quels que soient les titres et le rang, qui sera coupable de la haute trahison, il aura franchi la ligne rouge et il doit être combattu par tous les moyens. L'initiative de changer la Constitution fonde donc tout Congolais, partout sur l'étendue du territoire national, à user de l'article 64 de la Constitution pour faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. Ceux qui s'y adonnent sortent de notre pacte républicain, prennent le maquis contre la République, ils doivent être traités et combattus comme tels et par tout moyen. Le peuple congolais a déjà combattu par le passé. Il a déjà résisté. Il a déjà refusé l'arbitraire. Il saura encore une fois s'élever pour défendre la République. Un conseil aux partisans du pouvoir. S'il est une chose que le pouvoir peut négocier, ce n'est pas son maintien au-delà de 2028. Ce sont les conditions de sa sortie pacifique. En 2028, nous attendons une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre M. Tshisekedi et son fils. S'il est une chose que ce pouvoir de M. Tshisekedi peut négocier, ce n'est pas son maintien au pouvoir au-delà de 2028. Ce sont les conditions d'une sortie pacifique en 2028 pour une passation pacifique et civilisée du pouvoir entre M. Tshisekedi et son successeur. Il n'y aura donc ni glissement, ni mission de droit divin, ni mission de droit ethnique, ni mission de droit tribal, ni mission de droit partisan. Mes chers compatriotes, s'agissant des accords de Washington, nous saluons le principe parce qu'il va dans le sens de la paix, mais nous restons vigilants sur le contenu. Il faut dire que le pays est à son tournant historique. Ses ressources critiques peuvent soit consacrer sa dépendance, soit fonder sa souveraineté industrielle. L'accord de Washington, qui consacre le partenariat USA-RDC, ne sera utile que s'il est transformé en une stratégie véritable, nationale, fondée sur la connaissance de notre sous-sol, l'industrialisation locale et la maîtrise des chaînes de valeur. Sans souveraineté scientifique et sans transformation industrielle, notre pays restera riche en minerais, mais pauvre en pouvoir économique. Les milliards engagés dans la défense et les infrastructures n'auront de sens que s'ils s'inscrivent dans un système cohérent combinant énergie, corridor, capital national et discipline d'exécution. Mais il faut aller plus loin et dire la vérité. Le Congo est pauvre parce qu'on l'a enfermé dans un rôle et parce que nous avons trop longtemps accepté ce rôle. Hier, nous étions les caoutchoucs du sang. Puis, nous avons alimenté les industries de la guerre entre les deux guerres mondiales. Puis, nous avons fourni les minerais stratégiques pour mettre fin à la guerre par l'atome. Aujourd'hui, nous alimentons l'industrie des télécommunications avec notre coltan. Demain, nous serons au cœur de l'économie verte avec notre cobalt et le lithium. Mais à chaque époque, nous constatons notre présence dans chaque révolution industrielle. Nous fournissons la matière, les autres captent la valeur et nous demeurons pauvres. Les Congolais demeurent pauvres parmi les populations les plus pauvres de la planète. Cela doit cesser. Nous ne pouvons plus être seulement un pourvoyeur de minerais, même si cela devrait aider à rester au pouvoir. Il est venu le temps de penser stratégie congolaise
et non le Congo comme étant une particule dans une stratégie des autres. C'est pourquoi nous restons lucides et exigeants à l'égard de ces accords de Washington. Nous avons connu les limites d'un modèle fondé sur le troc, notamment dans le cadre du contrat chinois. Je l'ai dénoncé en 2008 à l'Assemblée nationale. Les faits ont fini par nous donner raison. Aujourd'hui, les infrastructures promises sont quasi inexistantes. Mais les commissions et les jetons de présence à la CICOMI, elles sont bien réelles à millions de dollars. Elles ne sont pas au rendez-vous, ces infrastructures, à la hauteur des engagements. Les retombées économiques restent limitées. Pendant ce temps, les rentes circulent, les intérêts particuliers prospèrent. La reproduction de ces modèles, même avec les États-Unis, troc contre minerais pour la protection sécuritaire, sans la correction structurelle, ne produira pas davantage de prospérité pour le Congolais. On pouvait donc mieux négocier. Et nous négocierons sans doute mieux demain. En pensant non pas au maintien au pouvoir d'un groupe à court terme, mais en pensant à l'avenir de générations futures à moyen et long terme. La situation actuelle, dans quelques années, va nous conduire à une situation absurde. Nous aurons cédé nos minerais dans des trocs successifs sans avoir obtenu ni le développement ni la paix. Mes chers compatriotes, pour terminer, au terme de ce bilan de la situation de notre pays, je lance donc un appel solennel, un appel à la conscience nationale, un appel à la responsabilité et au courage. J'invite tous les Congolais à se réapproprier la constitution de notre pays et à ne pas se laisser distraire au-delà des clivages. Car être patriote, ce n'est pas servir un homme. Être patriote, ce n'est pas servir un camp. Ce n'est pas servir un clan, une tribu, une région ou un poste. Être patriote, c'est défendre la loi. C'est défendre la liberté. La véritable opposition, ce ne sont pas les leaders politiques. La véritable opposition, c'est le peuple. Le peuple qui refuse de continuer à souffrir. Le peuple qui refuse l'humiliation. Le peuple qui décide de prendre son destin en main. Rappelez-vous toujours ceci. Aucun pouvoir ne restera légitime si, même élu, il est exercé en violation de la Constitution. Aux forces politiques de l'opposition et aux forces vives de la société civile, j'adresse qu'un seul message. Nous avons un seul point de ralliement, la défense de l'essentiel, l'unité du pays, l'intégrité du territoire, la démocratie et la Constitution. Aux patriotes engagés au sein de l'Union sacrée, je lance un appel à la conscience et au courage, et ils sont nombreux. Ayez la lucidité de dénoncer, la lucidité d'aller dans votre détermination jusqu'au bout. Rejoignez le combat qui vaille, celui de la défense de la Constitution. Sachez-le clairement, choisir par crainte de perdre ou de conserver des avantages ne vous garantit pas une demi-liberté. Ce choix ne mène pas à votre sécurité, il conduit à votre servitude. C'est pourquoi, dans les jours qui viennent, nous allons amorcer une campagne de sensibilisation dans tous les quartiers, dans toutes les fédérations, dans toutes les sections, avant d'enclencher avec d'autres des manifestations de rue contre le changement de la Constitution et contre la tentative de confiscation du pouvoir par le régime en place. J'ai dit et je vous remercie. Chers invités, bonjour. En ce mois de mars, le mois dédié à la femme,
nous célébrons la force, le courage et la résilience de la femme. C'est par ce mot que nous remercions aussi le président national pour son soutien, son encouragement et surtout la valeur qu'il donne souvent à la femme. Il y a la présence provinciale qui va donner son discours. Moi, j'avais voulu juste pour vous dire que non, la place de la femme à la société, jusque-là, nous continuons toujours de lutter pour avoir plus de nos droits. Comme il y a plusieurs mamans ici, j'avais dit que non, je ne ferai plus le discours. Je vais essayer de motiver les mamans, de saluer leur force. Na monoko yo bango bakoyo. Ba mama mbote na bino. Ba mama mbote na bino. Bozoyo kana te to bouger maboko. To bouger loboko. Ba mama bozali nalobaki ngai nakokota na badiscours ya milai te. Comme to célébrer le long mois de la femme awa na ville province ya Kinshasa. Maman Mouchia a posé la discours pour que nos discours et surtout que le président national a pour lever la biso pour y aller yango toujours profiter que ngongango eza mokie les bakoto sabato bakoma ki avant mais ngai na koloba boye dès que ba mama to sangani awa nazaka ni loba moko ya koloba ba mama na ba quartier na biso ma ezali ba mama na ba quartier na biso pour ezali. Ba maman, est-ce que vous sepelaka na komona Kongo lolenge ezali? Yango wana ngai nazobakisa maloba na nga mpona koloba na suka ya tolingi changement to révision ya constitution te. Na miniti oyo nga na koyebisa ndeko na biso Félix Tshisekedi azolanda biso na bilili mpona koloba na ye. Discours ya malamu to débat ya malamu ye akoki kosala ezali autour ya vie sociale ya bakongolais. Soki alingi débat, soki balingi baloba, ayeba ke non mandat ezalaka kaka après 5 ans okandibisaka na yo okei. Biso awa na Mbolu tobengaka Monsieur Denis Sesanga Mpungu. Oyo azali bongo président national, tobengaka ye le maître de l'école, parce que azalaka bikuruzi, totala nubo signature. Ba mama nazomona bino te, botombola maboko totya bola. Tobengaka ye nani? Tobengaka ye nani? Donc soki asa simbi biku rouge eza po corriger bango. Akorizaka bango toyebi te asa betela bango eloko makasi si lelo bakomprenaka yango te ezalaka kaka projet ya refondation du Congo. Projet nini? Refondation du Congo. Yango wana ye abetaka bango tobengaka yango na lopoto na lingala fimbo ya mokolo. Abeta bango fimbo wana si lelo bakoka kokoma na esika wana komisa bango te. Yango tolobi bamata bakita soki 2028 ekoki batika esika bakangamisaka na bango bakende. Révision ya constitution to changement nango yango te ekosilisa guerre na este. Este oyo tozofete lelo parce que eza mwana biso kuna na este bazofete bamama kuna bitumba esili bamama mapa bazali awa bolamukaka ere nini bokende koluka mapa bolamukaka ere nini 3 heures du matin mwasi atelemi ake koluka mapa mpona koluka bamama ya bilanga bozali awa bamama botambola na combien de communes par jour mpona koteka mairie. Voilà, nyonso wana eza mpona nini bongo ekoki yoko amerine ye na bato na ye batondisa na baposhe na bango na yango wana mama nyonso esika ozwani mpona kolamu na yo soutenir président Denis Sesanga na makambo na ye aza kote surtout na projet oyo ya refondation du Congo mpe na marche oyo azosala ya non à changement de la constitution. Et surtout qui est ministre de la jeunesse
ministère na ministère pardon azosala eloko te bajeune mozalawa oyo bakompanie bamama te misala ezali jeune nini azosala na gouvernement jeune nini akosala na gouvernement biloko bashomere bana bapesa bino misala mibale na Congo kotambusa moto epi na kosala nini minere lelo minere ekoma mosala ya bajeune lelo ya minere ekoma mosala ya bajeune soki okanye na minere okieleta motope na yo bayekokandeloka bapreservatif ya ofele ezakongo te yango wana te bamama kozomota ebele po chômage ya bapapa ebele moko papa aza na mosala akokoti tobanelele okokona pasi te mais soki papa mosala na ye te avandala kaka journe kobima na ndako mama na ngai yekaki ata 50 bana okota bonge moya administration atikali nango yango ezakongo te naloba ozotindelela exemple mesi akomba nayebaka te soki abani mpona kotala na visite tukayama nazoloba bo mesi akomba tozotindeloko exemple biso bamama ya mboto tika kolala pongi komisala biso vile ya Kinshasa mpona gouvernement amoni ke mosala malamu akokozala eza kotyaka na mboka ayeti place wana kopa mosuni ezali tokokomela ye mokongo so bamama tokokomela nani ndenge eza boye ye ayebaki ye ata manda esili ya kotika na makila bakongole na moto lelo tomoni nguya ya telemi abengi technologie na mboka Kinshasa alobi eza minere yekutu na yeba yekutu azali parmi toloba te peut-être ayebi makambo oloba mais na ndenge toza peut-être oyo bamama balobaka wana bamama bokutana na bakuluka te bakuluka baza na Kinshasa te ese bakuluka basili yeye apendi yango eza minere mpona yango makila bakongole ekoganga makila ya basi nyonso etangaki ekoganga makila ya bapapa oyo babongi baza bainonso mpona biloko na bango ekoganga na yango na mokuse pelozi no à la révision de la constitution. Constitution eza débat te débat toza nango eza ya kobongo na mboka yango tosoutenir président na biso Félix Esangaka mosala na ye je vous remercie. Bamama bote bamama boza na banda nazoyoka te bamama bote tolobi boye ndenge bomoni deja toza ebele na bamama nde toleki mwa bapapa na ebele bongo te nakosenga bamama ya komite national bakomite provincial plito baleka liboso po bamama na bamembre ya envol bamona bango bamama topusana ntango bazopusana toletela bango maboko bango nde batiaka poi po ngai natelema likolo bango nde bazalaka wana po bapesa baconseil bango nde basalaka te biso ligue de vente provinciale peut exister bamama ngose bango bazali ndenge kozomona bango boye nabengaka bango balilombe soki obengi bango ata na 0 lobi 6 heures du matin komona bango toza liboso na mama Asmith toza na mama Marceline toza na mademoiselle Gentille toza na mama Naomi tobetela bango na maboko makasi bisika bamama bazalaka ezalaka shosho nazoyoka te
tozoleka ndenge basi bapesi biso message président national azokoma kala te mwana mboka Elise Sanga Ipungu ye nde mwana mayele ya mboka oyo na 2028 bokonzi tokozwa utokozwa te Envol viva! Envol viva! L'histoire de la pauvreté! Envol viva! L'histoire de la pauvreté! Tout unis pour le progrès! Mwana mboka Elise Sanga awa eza likambo ya 2028 bolinga te aza président de la République. Tout est dans ma bonne makasi. Nako bandela, nako liloba nangai ya ebandeli. Avant qu'on le la makambo mususu. Moins de circonstances. Monsieur le Président national d'Anvol, avec l'expression des maisons moches les plus différentes. Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire généraux et secrétaires généraux adjoints honoraires, Mesdames et Messieurs, membres du comité national, Mesdames et Messieurs, membres du comité de la coordination de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, invités d'honneur, très chers membres de la Ligue des femmes provinciales de Kinshasa, chers compagnons de lutte, à quelques heures de la fin du mois de mars, mois dédié aux droits des femmes, les femmes de Kinshasa du parti Envol, regroupées au sein de la Ligue des femmes provinciales, ont préféré clôturer ce mois dans la méditation et dans la réflexion autour du thème droit, justice, action pour toutes les femmes et filles, et sous-thème appropriation de la lutte contre le changement de la Constitution, et vous souhaite la bienvenue à ces assises. En fait, nous sommes sans ignorer que notre formation politique est porteuse d'une vision de grandeur pour la refondation de l'État, qui aujourd'hui est une inspiration commune afin de faire triompher la cause de la nation en vue d'une nouvelle dynamique pour les vrais changements. Permettez-moi de vous rappeler que les femmes congolaises sont gravement touchées par la crise persistante à l'est du pays et elles sont les principales victimes. Les familles entières, dont la majorité sont les femmes, fuient les combats dans les zones éloignées, sont victimes de violences sexuelles. Parfois même leurs enfants subissent les conséquences les plus lourdes et honteuses. Aucun humain épris de justice, de liberté et de paix ne saurait accepter. À ces mots, je vous prie, chère assistance, de vous tenir debout pour 1 minute pour l'observer et rendre hommage aux femmes qui tombent du jour au jour, qui sont violées. Tenez-nous debout 1 minute. Je vous en prie. Très chers compagnons, en lieu et place de se pencher sur cette tragédie,
le régime de M. Tshisekedi qui, à un certain temps, se faisait passer pour le champion de la masculinité positive, s'aventure à mettre en évidence son projet funeste de changer la constitution pour un troisième mandat hypothétique et s'éterniser au pouvoir. J'aimerais vous rassurer que la priorité est de restaurer l'autorité de l'État pour que la paix règne plus que jamais dans notre pays. Je regrette par ailleurs que la première femme, première ministre, est aujourd'hui restée dans l'ombre d'elle-même, à tel point qu'au-delà de la question sécuritaire qui génère un score inférieur à la moyenne dans son actif, le panier de la ménagère, qui est le cœur de la féminité, et le premier indicateur du bilan nous laisse croire que Madame Judith Suminwa a trahi les combats de toutes les femmes congolaises. Sur ce, tout en réaffirmant sa loyauté au président Denis Sanga, la Ligue des femmes provinciales de Kinshasa rappelle à la tenue d'un dialogue national inclusif sans condition et se dit prête à barrer la route à toute tentative de changer la constitution que veut intenter ce régime finissant de M. Tshilombo. Que vive la RDC, que vive les mamans en vol Kinshasa, que vive la coordination provinciale de Kinshasa, tous unis pour les progrès. Je vous